Bonjour chers auditeurs, ici Anne-Marie Gagné qui vous parle. Premièrement, avant de commencer ce podcast, je voulais vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous suivre. Notre podcast Les carottes sont cuites. Vous êtes des milliers à nous écouter. Vous laissez des commentaires, vous laissez des likes, vous partagez nos vidéos. On vous encourage à continuer à le faire. C'est tellement apprécié. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, merci de tout cœur. On le prend pas pour acquis. C'est vraiment bien là, que vous nous écoutiez pour vous informer sur un sujet aussi important, du moins à nos yeux, qu'est le véganisme. Et sans plus tarder, je vous fais un petit résumé finalement de notre discussion avant de commencer. Aujourd'hui, on est seulement Pierre et moi à avoir participé à ce podcast. Donc, ça a été un échange super intéressant par rapport à la mode. Est-ce que le véganisme est une mode? Est-ce que vous avez déjà eu cette idée-là en tête? Nous, en tant que véganes, on l'entend quand même quelques fois et on a voulu vraiment décortiquer le sujet, le réfléchir, cogiter ensemble. Et on a vraiment eu une belle discussion. On a autant parlé de l'idée justement de temporalité de la mode, de l'historicité, du véganisme. Est-ce que la mode, ça devrait être quelque chose qui est temporaire, qui se continue dans le temps? Est-ce qu'on pourrait qualifier le féminisme et le racisme de mode? Ben, pas nécessairement. Donc, est-ce qu'on peut le faire pour le véganisme? On a parlé du Guide alimentaire canadien, on a parlé de dissonance cognitive. Bref, une super de belle conversation que je vous encourage à écouter au complet et par la suite à partager, à liker évidemment. Et bonne nouvelle, avant de commencer officiellement, nous sommes présentement sur des plateformes plus traditionnelles de podcast, donc vous pouvez dès maintenant nous suivre sur Spotify. On est présentement en approbation pour iTunes et Google Play, donc probablement au moment où vous allez l'écouter ou très bientôt, on va être disponible aussi sur ces plateformes-là. On trouvait ça super important puisque bon, on sait que sur Facebook et YouTube, c'est intéressant, mais c'est pas optimal pour écouter des podcasts. Donc voilà, vos souhaits sont exaucés, les carottes sont cuites, sont disponibles sur ces plateformes-là. Donc merci à Balado Québec de nous d'héberger notre podcast gratuitement. C'est vraiment très apprécié. Grâce à Balado Québec, on peut être diffusé dans les plateformes que je vous ai énumérées précédemment. On est également sur Encore, si jamais ça vous intéresse. Donc, sans plus tarder, je vous présente le podcast et bonne écoute! Allô Pierre, comment ça va? Salut Anne-Marie, ça va très bien et toi? Oui, ça va super bien. Je suis super contente qu'on se retrouve pour notre deuxième épisode. Concernant la mode, est-ce que le véganisme est une mode? Puis je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouvais ça intéressant de commencer par se questionner sur c'est quoi une mode finalement avant de commencer à débattre sur ce sujet-là. Donc moi j'ai relevé deux définitions qui me paraissaient quand même assez bien pour définir ce mot-là. Donc, selon le petit Larousse, mode, non féminin, le sens littéraire, ce serait manière de vivre, de se comporter, propre à une époque, à un pays. Et un autre site où est-ce que j'adore prendre mes définitions, où est-ce que je trouve que c'est toujours super complet, c'est l'Internaute, où est-ce que ça définit mode comme étant une manière temporaire et collective de faire et de penser. Donc moi, j'ai vraiment relevé deux éléments du concept de mode qui m'ont vraiment paru sujet à débat, du moins par rapport au véganisme. La première, ce serait vraiment cette idée-là que c'est propre à une époque, que c'est temporaire. Mais là, est-ce que c'est vraiment temporaire finalement le véganisme? Puis la vérité, c'est que non, tu sais, c'est pas temporaire. Que ce soit Pythagore, c'est vraiment les premières traces là, du végétarisme qu'on a retrouvé en Grèce antique, où lui, il commençait déjà à parler à son entourage, à ses disciples, qu'il fallait traiter les animaux avec respect, puis toute cette idéologie-là qui vient vraiment, tu sais, rejoindre le véganisme. Évidemment, c'était pas aussi détaillé, puis probablement aussi profond que ce qu'on peut réfléchir en ce moment, surtout le contexte était différent. Mais c'est ça, je trouvais ça important de souligner que c'est pas seulement quelque chose qui est apparu dans les dernières années. Non, mais c'est aussi une réflexion que je me suis faite là. Dire qu'une chose est à la mode, c'est aussi tenter de lui enlever toute historicité et par là remettre en cause son sérieux. Une mode, par définition, comme tu le dis,
ça vient, ça passe, c'est pas si important. Alors, on pourrait déjà réfuter que parce qu'une chose est récente, elle n'est pas légitime. Mais même si on se met dans cette position-là, tu sais, comme tu dis, c'est parfaitement discutable. Tu parlais de Pythagore, mais le livre de Peter Singer, Libération animale, qui marque vraiment le renouveau du mouvement animaliste, il est sorti en 1975. Gary Francione écrit sur l'abolitionnisme depuis le milieu des années 90, ça va faire 30 ans. Et on compte des éléments de réflexion sur l'éthique animale depuis plusieurs siècles, via la plume de Jeremy Bentham, de John Stuart Mill, même des personnes comme Émile Zola ou Rosa Luxemburg. Il y a de nombreux activistes, des artistes, des individus en tout genre qui sont véganes depuis des années, et pas juste 1 ou 2 ans, hein, je parle de plusieurs décennies. Hein. Bref, on parle pas d'une mode qui dure 2 ou 3 ans, ou d'un phénomène internet qui en quelques mois tombe dans l'oubli comme le Harlem Shake, là, hein. C'est pas ça. Il y a des personnes qui sont véganes depuis bien des années. Alors oui, le fait que le véganisme en tant que régime alimentaire progresse autant à travers le monde, ça oui, c'est un phénomène relativement récent. Pour autant, est-ce que ça en fait nécessairement une mode ? Vraiment, compte tenu de ce qu'on a dit précédemment, moi je pense que c'est très discutable. Et pire que ça, pour moi, l'appeler une mode, ça dessert la cause. Le terme mouvement social et politique, je le trouve bien plus approprié. Donc oui, je trouve ça particulièrement intéressant, là, tu vois, de remettre la question de la mode sur un temps long. Tout à fait, puis c'est non seulement une question de temporalité et d'historicité, comme tu l'as bien dit, mais également c'est très culturel. Ici, on mange beaucoup de viande. Si on regarde finalement dans les dogmes religieux qui sont plus proches de nous, comme le christianisme par exemple, c'est pas quelque chose qui a été remis en question, mais si on se tourne vers d'autres cultures, vers des pays, par exemple les pays en Asie, si on pense à l'Inde par exemple, l'hindouisme ou bien le bouddhisme, où est-ce que la viande, finalement, c'est considéré comme quelque chose qui nuit à la compassion, la compassion est finalement au fondement de cette religion-là. Mathieu Ricard, qui est un bouddhiste qui a écrit Plaidoyer pour les animaux, en parle beaucoup, justement, là, dans son essai, là, de toute cette idée-là finalement de respect, de compassion et tout. Et c'est quand même étrange que finalement, on ait évolué en ce sens où ça n'ait pas été aussi important dans la religion, dans la pensée chrétienne, qui est vraiment... qui a évolué parce que la compassion est aussi présente, tu vois, dans cette religion-là, mais elle s'est pas développée de la même manière que le sont finalement les religions asiatiques, le bouddhisme, l'hindouisme, comme je disais précédemment, mais ça s'est vraiment transformé plus d'une manière. On disait, à l'époque du Moyen Âge, les grands penseurs, par exemple, Saint Thomas d'Aquin, lui, il voyait ça tout à fait d'une autre manière. Lui, il disait qu'il fallait être bon avec les animaux parce que d'être mauvais, finalement, d'être méchant envers les animaux, ça pouvait entraîner d'être méchant envers les humains, mais c'était la seule manière finalement qu'on parlait finalement de cette question-là. Donc c'est pas totalement anodin finalement là, puisqu'on a évolué, puisqu'on a eu cette ce type de pensée-là, finalement, là, qui ont entouré nos connaissances, nos idéologies, qu'on a évolué de cette manière-là. Ouais, bien sûr, sachant qu'après, il faut être prudent là-dedans. Tu fais bien d'ailleurs de remettre tout ça dans des contextes culturels et historiques particuliers. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs que par rapport à la question des hiérarchies entre humains et animaux, ça n'induise pas forcément un comportement particulier envers eux. On pourrait dire par exemple que les cultures autochtones au Canada ont une vision très différente des cultures occidentales concernant les animaux, qui est beaucoup plus horizontale, mais ils n'en tirent pas pour autant la conclusion qu'il ne faut pas en manger. Mais c'est déjà intéressant en soi. Comme tu parlais des religions et spiritualités asiatiques, c'est sûr qu'on est face à des schémas de pensée assez différents qui peuvent alimenter plus largement la discussion. Mais tu fais bien effectivement de souligner justement le cas des populations autochtones inuits. C'est vrai qu'on se trouve dans un paradigme complètement différent qu'il faut prendre en compte. Puis d'ailleurs, je pense qu'on pourrait certainement en reparler dans un autre épisode parce que c'est un sujet vraiment, tu sais, en soi, là, extrêmement intéressant. Puis ouais, mais pour poursuivre sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, quand tu parlais justement là, de toute l'historicité autour du véganisme, puis du fait que finalement qu'on utilise cette idée-là de mode pour discréditer le mouvement,
tu me diras ce que t'en penses, mais moi, je vois un petit peu là-dedans. Je pense pas chez tout le monde qui utilise cet argument-là, mais probablement chez certaines personnes, une forme de dissonance cognitive. C'est-à-dire, pour ceux peut-être qui sont moins à l'aise avec le terme, là, qui est quand même un peu plus élaboré, c'est vraiment le fait de... c'est quand tes valeurs, finalement, sont en déconnexion avec tes actions. Par exemple, aimer les animaux et manger de la viande. Donc ça, ce serait une forme de dissonance cognitive. Puis pour régler, finalement, cette dissonance cognitive-là, il y a comme 3 manières. La première, c'est de changer son comportement pour être plus en adhésion avec ses valeurs. Par exemple, le véganisme. La deuxième, ce serait d'ignorer complètement puis de faire comme si ça n'existait pas. Et le troisième, c'est de discréditer la chose pour essayer que ça la rende finalement plus confortable pour notre esprit, parce que notre esprit aime pas être en contradiction. Donc, cette idée-là de dire, c'est une mode, de toute façon, c'est juste quelque chose qui est adopté finalement de manière temporaire, puis ça va finir par passer, finalement, les gens ils font juste ça pour être cool, ça pourrait être finalement une certaine manière de se conforter finalement là, dans cette idée-là que le véganisme, ce serait pas nécessairement quelque chose de fondé, puis voilà, c'est juste... c'est ça, c'est temporaire. Ouais, vraiment, je trouve ça particulièrement intéressant de réfléchir sur l'idée même de c'est quoi être à la mode. Parce qu'être à la mode, c'est à double tranchant. Ça possède à la fois un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect positif, ça veut dire que quelque chose a le vent en poupe, devient populaire, donne envie à des personnes. Mais l'aspect négatif, c'est que ça sous-entend que cette chose, comme tu l'as dit, c'est de nature futile, éphémère. Ça va se retrouver sur le devant de la scène pour un temps, mais ce sera vite balayé par quelque chose d'autre. Et à titre personnel, lorsque des gens me disent que mon véganisme est une mode, c'est généralement pour le dévaluer, c'est pas pour en faire des louanges. Alors encore une fois, je pense qu'il faut revenir aux idées. Le véganisme, c'est quoi? C'est un mode de vie qui consiste à ne pas consommer de produits d'origine animale et qui occupe une place centrale dans le mouvement antispéciste. Et le mouvement antispéciste lui-même, c'est un courant de la pensée animaliste qui défend que les humains ne sont pas intrinsèquement supérieurs aux animaux et que par conséquent on doit questionner notre rapport aux animaux et cesser l'exploitation des animaux. Et j'insiste que l'idée d'exploitation, elle est centrale. L'antispécisme, c'est une lutte qui s'inscrit aux côtés de toutes les autres luttes sociales contre l'exploitation injuste d'autrui, que ce soit basé sur son origine sociale, sa couleur de peau, son genre, sa sexualité, tout un tas d'autres éléments. Et c'est là en fait que le fait de considérer le véganisme et par extension l'antispécisme comme une mode devient problématique. Ce serait comme dire que la lutte contre le racisme ou le sexisme, c'est une mode. Et tu vois, la formuler ainsi, cette déclaration, elle nous choque, elle nous indigne, et à juste titre, car on peut pas accepter que la lutte contre une domination aussi injuste soit une mode. Ça nous révolte. Et en plus, c'est comme tu disais, si c'est une mode, alors ça va passer. Donc pourquoi s'engager ? Tu vois ? Donc dire que le véganisme est une mode, non seulement c'est un moyen de dévaluer la réflexion politique et philosophique qui la sous-tend, mais c'est aussi se donner des raisons de ne rien faire. Et en ça, c'est profondément débilitant dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que ça affaiblit la lutte, ça nous enlève des outils pour lutter. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut revenir aux idées, parce que pour moi, c'est absolument fondamental. Tout à fait. Vraiment, puis je suis contente, j'avais même pas, tu vois, réfléchi à cet aspect-là de le considérer vraiment dans le sens en fait de ne pas le considérer comme une mode, puisque les autres combats finalement contre les différentes discriminations, contre les différentes exploitations, on les considère pas finalement là ainsi. Puis on devrait davantage effectivement le considérer comme un mode de vie finalement, une façon de vivre, une façon de se définir d'une manière sociale par nos habitudes, par nos attitudes finalement envers les animaux. Ça, ce serait davantage, en rajoutant justement la locution de vie après mode, on réussit finalement à trouver une espèce de compromis entre cette idée-là de mode puis une manière, vraiment l'essence du mouvement dans lequel on souhaite s'inscrire. C'est vrai que c'est très compliqué, même aussi pour les véganes. Les véganes doivent naviguer entre des termes très différents. Véganisme, antispécisme, animalisme. Même pour moi, au début, c'était un petit peu compliqué de m'y retrouver. Donc voilà, mais ça demande un travail de définition. Mais une fois qu'on a fait ce travail de définition,
C'est beaucoup plus clair et ça permet aux gens de comprendre dans quoi s'ancre le véganisme. Le véganisme, il s'intègre dans quelque chose de plus grand. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête pour ne pas juste le voir comme un régime alimentaire un peu farfelu ou je sais pas quoi. Tout à fait. Souvent, les gens autour de moi, puis j'imagine que c'est la même chose pour toi, puis la plupart des véganes, on se fait souvent dire « Ah oui, mais toi, ok, toi, c'est vrai, ton régime alimentaire ou ta diète, c'est le véganisme. » Puis là, je suis souvent comme non, tu sais, ce n'est pas que ça, c'est pas seulement une manière de s'alimenter, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière d'exercer des actions, de faire des choix à tous les jours de ma vie, des choix qui vont s'orienter envers mes valeurs, c'est-à-dire celle de la compassion envers les animaux. Une diète, tu sais, c'est vraiment s'abstenir de certains aliments, mais clairement, là, on se retrouve dans un paradigme où c'est beaucoup plus que ça, finalement. Puis, je comprends que ça peut être très mélangeant pour les gens qui sont pas très... qui gravitent pas autour de ces termes-là, tu sais, fréquemment. Tu sais, bon, pour nous, on s'entend, là, on en entend parler à chaque jour, on en parle à chaque jour, on le vit à chaque jour, notre véganisme, les choix qu'on a à faire, mais ça peut être plus difficile, tu sais, pour, je pense, par exemple, à mes oncles ou à mes tantes, que eux, tu sais, sont nés sur une ferme laitière, puis que, pour eux, tu sais, quand je leur parle de véganisme, c'est comme, est-ce que tu manges de la viande? Donc, c'est ça, c'est vraiment de se rappeler que c'est plus que seulement l'alimentation au final. Non, c'est ça en fait aussi, voilà, je pense que c'est rassurant pour les gens de juste le considérer comme une mode, un régime alimentaire, tu vois. Ça enlève tout le bagage politique en fait, son aspect politique, son aspect philosophique, tout est enlevé. Si ce n'est qu'un régime alimentaire, finalement, c'est pas grand-chose. C'est plus facile pour les gens qui ne sont pas véganes de le considérer comme ça parce que je pense que ça leur permet de ne pas se poser la question qui est sous-jacente au véganisme. Alors que c'est vraiment problématique en fait de juste l'appeler un régime alimentaire. Parce que manger kasher ou halal par exemple, c'est un régime alimentaire en soi, mais pour des raisons tout à fait différentes. Ne pas pouvoir manger certains aliments à cause d'allergies, c'est aussi une sorte de régime alimentaire. Mais c'est pas un choix politique, c'est juste la résultante de ne pas pouvoir digérer tel ou tel aliment. Donc c'est quelque chose de médical. Donc dire que c'est un régime alimentaire, en fait, c'est le jeter dans une marée de tout un tas d'autres régimes, et c'est vraiment perdre le sens du véganisme à mon avis. Et ça, c'est problématique. Après, encore une fois, je pense que c'est pas tout le temps fait de manière consciente par les personnes qui disent ça. Je pense surtout que les gens sont un peu ignorants sur les termes, sont pas familiers avec ces termes. Mais vraiment, j'ai espoir qu'on arrive à rendre ça plus clair avec ce genre de podcast, justement. Ouais, vraiment. Puis il y a aussi l'idée que, comme on disait un peu plus tôt, il y a cette idée-là, tu sais, de régime alimentaire, de diète, puis que, comme tu disais, là, c'est comme une espèce de gros mélange. Les gens, ils semblent le superposer à d'autres diètes alimentaires, par exemple, qu'on parle de keto, paléo, etc., que c'est vraiment, tu sais, des diètes, des régimes alimentaires qui vont être employés pour, notamment, habituellement, c'est pas mal la perte de poids pour lesquels on va se tourner vers ce type de régime-là. Et là, il faut faire attention, parce que il y en a des véganes, non, pas vrai. Il y a des végétariens et des végétaliens qui vont se tourner vers ce type de diète-là que pour des raisons de santé, que pour des raisons de perte de poids ou en tout cas de réguler son poids. Et à ce moment-là, moi, j'ai un malaise à ce que ces personnes-là se considèrent comme véganes, ou en tout cas, c'est... Attends, je vais essayer de l'expliquer de manière claire. Pas que ces personnes-là ne peuvent pas être véganes, mais végane, ça va au-delà de ça. C'est pas seulement l'alimentation, parce que comme on le disait, c'est pas consommer de laine, de fourrure, de cuir, pas aller dans les eaux. Tu sais, c'est vraiment plus large. Puis on peut très difficilement être végane en considérant seulement l'aspect de la santé. Il faut considérer, même que ce soit minimalement, mais il faut considérer l'aspect environnemental, il faut considérer l'aspect éthique, politique de ce mouvement-là. Puis, à différents degrés, là, c'est pas, tu sais, certains vont devenir véganes pour des raisons, principalement des raisons éthiques ou principalement des raisons environnementales, mais je pense que tu peux pas te considérer végane si pour toi, c'est seulement une question de santé, même si, bon, il y a des recherches qui prouvent que c'est bon et tout, mais tu
peux très bien être végane puis pas être en santé, là. C'est comme, c'est pas un absolu avec, j'ai fait la capsule de mythe, tu sais, manger végane, ça coûte pas cher. Puis là, je parlais un petit peu, en tout cas, de cette idée-là, tu sais, de manger santé. Puis je vais probablement faire un autre mythe là-dessus, d'ailleurs, donc je vais pas non plus brûler mon punch, mais c'est ça, il faut comme pas mélanger les choses. Pour moi, tu sais, végétarisme peut être un régime alimentaire, tandis que véganisme, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment un mode de vie, c'est une manière de voir les choses, c'est un paradigme. Ah non, mais je suis entièrement d'accord, hein, et c'est encore plus difficile pour la langue anglaise, j'ai l'impression, car tu sais, ils utilisent plus le mot vegan comme synonyme de végétalisme. Je me rappelle avoir déjà vu un documentaire sur le végétalisme où à un moment, il y a le président Bill Clinton, tu sais, le président américain, qui dit avoir adopté un régime vegan. Donc moi j'étais en mode waouh putain qu'est-ce qui se passe et puis tout à coup j'apprenais que c'était en fait une question de santé. C'était son médecin qui lui avait recommandé à cause de ses problèmes artériels. C'est très bien pour le président Clinton hein, qui mange plus de légumes, hein, mais ouais directement j'étais genre ah oui, donc c'est pas inscrit dans une réflexion politique plus large quoi. En tout cas pas de ce qu'on voit dans le documentaire. Donc parce que peut-être qu'il a lu des choses ou qu'il s'est convaincu sur d'autres aspects après. Hein. Mais voilà, c'est clair qu'il y a parfois de la confusion par rapport à ça. Donc il y en aura sûrement qui diront que la faim prime sur les raisons, que du coup l'important c'est juste d'arrêter de manger de la viande, mais je pense quand même qu'il ne faudrait pas perdre ça de vue totalement comme tu dis. Oui, tout à fait. Puis en plus de toute cette idée-là que c'est déjà mêlant, tu sais, de classifier finalement ces trois catégories-là de végétarisme, végétalisme puis véganisme, mais en plus de ça, ça ajoute toutes les différents éléments qui peuvent mêler encore plus les cartes comme qu'on associe souvent, à tort ou à raison, j'ai envie de dire, là, mais qu'on associe souvent au véganisme ou même au végétarisme, c'est de dire que, bon, on va aussi manger local, qu'on va manger bio, qu'on va manger sans gluten, toutes des espèces de d'autres, finalement, catégories qui sont totalement à part. Et en réalité, c'est un espèce de cliché qui est pas tout à fait faux, j'ai l'impression, mais qui est pas vrai non plus, dans le sens où on peut très bien être végane sans sans faire partie justement des catégories mentionnées précédemment et plusieurs autres. Évidemment, quand on est végane, c'est qu'on a une certaine conscience habituellement, du moins une certaine conscience sociale, une certaine conscience environnementale. Donc évidemment que si on est déjà sensibilisé à cela parce qu'on est végane, ben on va habituellement aussi chercher à être conséquent finalement avec nos actions, pas juste au niveau du véganisme, donc de l'éthique animale, mais aussi par rapport à tout ce qu'on peut l'être. Évidemment, bon, la dernière discussion qu'on a eue, c'était par rapport au perfectionniste. On peut pas être parfait là-dedans, mais par contre, c'est vrai que quand on peut faire ce type de choix-là, ben moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir j'ai l'impression qu'il y a un grand pourcentage de véganes qui vont se tourner vers ce type de produit-là. Là, je parle surtout de bio local, là, je parle pas tant de gluten dans ce que je dis depuis tantôt. Là, ouais, c'était peut-être pas super clair, là, parce que, bon, manger sans gluten quand t'es cœliaque, c'est obligatoire, là, parce que c'est une question de santé, ça peut être vraiment super dangereux. Je nie pas qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des intolérances, mais si tu t'auto-diagnostiques intolérant au gluten parce que, bon, t'as mangé une tranche de pain une fois puis que t'avais mal au ventre, ben, c'est peut-être pas... tu sais, il y a beaucoup de gens que c'est ça en ce moment, puis c'est pour ça que, bon, là, c'est vrai qu'il y a une mode alimentaire qui surfe justement sur cette idée-là de sans gluten, ce qui est pas de mauvaise chose, parce que les personnes cœliaques en profitent grandement, c'est vraiment super le fun pour eux, même pour les personnes qui ont une certaine intolérance diagnostiquée, là, sans être nécessairement cœliaque, mais... où est-ce que je m'en vais avec ça? Donc, c'est ça. Donc, c'est finalement de dire que, c'est ça, il y a des espèces de mouvements qui s'entrecoupent finalement avec le véganisme, mais qui devraient pas, tu sais, théoriquement s'entrecouper parce que c'est vraiment, tu sais, des catégories à part, même s'il y a une certaine logique finalement là, à ce que les véganes les assimilent. Ben, idem, il y a toujours des points positifs et négatifs, hein, on s'entend. Théoriquement, un monde où les aliments sont issus de l'agriculture biologique, plus respectueuse des écosystèmes et issus d'exploitation locale,
Bah, c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre santé, et ça peut se faire dans le respect des travailleurs et des travailleuses. Et quant aux options sans gluten, bah, comme on le dit, voilà, bah, je vois pas en quoi c'est négatif si ça permet à des personnes qui sont intolérantes au gluten de pouvoir consommer certains aliments. Après, il faut être prudent à l'image que cela peut renvoyer au public, étant donné que ces choix alimentaires peuvent être plus coûteux. Et pas pour des bonnes raisons d'ailleurs, hein. C'est surtout que les autres produits sont très subventionnés ou très cheap. On a fait une capsule sur est-ce que c'est cher d'être vegan pour justement casser les clichés, donc je voudrais pas appliquer ces mêmes clichés sur le bio, sur le local, etc. Mais le fait est que ça paraît souvent cher pour les gens. Donc faut faire attention pour moi à ne pas donner une image que le véganisme c'est qu'un truc de personnes aisées et tout ce que ça implique. Voilà. Et d'ailleurs ces choix de consommation peuvent rentrer en conflit les uns et les autres. Qu'est-ce qui est plus important? C'est consommer local ou c'est consommer bio? Tu me diras, bien sûr, l'idéal, ce serait les deux en même temps, mais s'il faut choisir, qu'est-ce qu'on fait? Dans tout ce bazar, je pense que c'est important de reconnaître, tu vois, la spécificité du véganisme, mais finalement, celle de tous les autres modes, hein, parce que finalement, l'agriculture bio, le local, c'est aussi un choix politique, quelque part. Donc, il ne faut pas dévaluer tout ça, mais c'est sûr qu'il faut naviguer entre toutes ces appellations différentes. Et tu navigues à la fois entre vegan, à l'intérieur de la communauté végane, je veux dire, car certains, ben, tu vois, ils se font des procès entre eux si tu ne consommes pas local, pas bio, etc. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. Mais il faut aussi naviguer dans ces appellations entre vegan et non vegan, qui vont t'accuser d'être une espèce de bourgeois ou je ne sais quoi. Bref, ben, tout ça peut devenir très compliqué, là, on s'entend. Oui, tout à fait. Puis peut-être pour faire du pouce justement sur toute cette idée-là de régime alimentaire, puis du fait que, bon, le véganisme, c'est une mode ou pas. Moi, j'avais aussi, j'ai réfléchi à la question avant le podcast, puis au-delà, justement, du fait que ce soit une idée que ce soit temporaire, ben ce l'est pas vraiment parce que il y a le nutritionnisme, même si c'est une science quand même qui est assez récente là, dans l'histoire des différentes sciences, ben le Santé Canada nous a démontré en janvier 2019 que cette idée-là de véganisme, sans jamais nommer le véganisme, était une idée pas si mauvaise que ça finalement, parce que lors de la publication du nouveau guide alimentaire canadien, on a commencé à considérer finalement le fait que manger de la viande, boire du lait ou ingérer différents produits issus de l'industrie laitière, que c'était pas si nécessaire que ça, finalement, en agglutinant, en prenant deux catégories, qui est viande et substituts et produits laitiers et substituts, on en a fait une nouvelle catégorie qui s'appelle toujours aliments protéinés. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, maintenant, et c'était pas le cas officiellement, du moins avant, maintenant, Santé Canada reconnaît que pour aller chercher des protéines, on n'a plus besoin de lait et que pour être en santé, qu'on n'a plus besoin de viande et que pour aller chercher certains nutriments du lait, qu'on n'a plus besoin de consommer de lait. Que tout ça, ça se retrouve dans une belle grande catégorie d'aliments protéinés. Donc, c'est de dire finalement que, non, tu sais, pour moi, c'est une preuve supplémentaire qu'il ne s'agit pas seulement d'une mode, mais qu'il y a des chercheurs, des nutritionnistes, des personnes qui sont vraiment 1000 fois plus experts que toi puis moi sur la question, qui ont réfléchi à ça et qui se sont dit, là, ce serait temps que en 2019, on montre finalement, les dernières recherches sur la question nous démontrent que non, on n'est pas obligé de manger de la viande pour être en santé, pour aller chercher tous les nutriments dont on a besoin, dont les précieuses protéines, et qu'on peut très bien être en santé sans manger de viande. Donc, et de plus, on réfléchit en plus de la question justement de viande, la question, c'est plus de se dire, OK, il faut manger assez parce que
on s'entend que dans l'histoire, ben, on n'a pas toujours eu cette abondance de nourriture comme on a aujourd'hui. Puis c'est d'ailleurs là-dessus que, bon, c'est calqué un petit peu l'idée de l'ancien guide canadien, c'était vraiment d'avoir des portions, donc tant de portions de légumes, tant de portions de viande de substitut, etc., pour composer pour avoir finalement un régime nutritionnel qui va être intéressant pour être en santé. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de portions. On va vraiment parler de proportions parce qu'on considère que les gens, du moins en Occident, plus précisément ici au Canada, ben généralement on mange assez. C'est un problème qui est c'est extrêmement marginal de trouver des cas de gens qui mangent pas assez. T'sais, avant, on mangeait pas assez, on avait des problèmes de carence, de sous-alimentation, de malnutrition. Aujourd'hui, ça va être principalement des problèmes de malnutrition qu'on va retrouver. Des carences, là, c'est vraiment extrêmement rare. Puis les gens je sais pas si c'est une question de culture, une question historique, qu'on a encore peur d'avoir des carences, mais c'est quelque chose de super rare, là, au final, là, que d'avoir des carences, là, tu sais, si tu manges diversifié, si tu manges, tu sais, des bons aliments, sur le nouveau guide alimentaire canadien, ben c'est la moitié de ton assiette qui doit être des fruits et des légumes, puis après ça, ben on va avoir un tiers d'aliments protéinés, un tiers de céréales et autres. Donc, c'est vraiment cette idée-là qu'on a complètement changé notre manière de voir les choses et qu'il faut arrêter d'avoir peur justement de ces carences-là si on suit ces simples recommandations de manger diversifié, puis qu'on n'a pas nécessairement besoin de viande. Bien, à ce moment-là, on vient de démontrer une fois de plus que manger de la viande, ben c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour être en santé. La preuve, toi et moi, on parle en ce moment, on n'est pas mort, on n'est pas à l'agonie. Je veux dire, ça va, tu sais, ça va bien. Je connais des gens, tu sais, il y a une dame, tu sais, qui vient qui venait au potluck, Catherine, tu sais, ça fait 40 ans là, qu'elle est végane, là, c'est pas rien, là, puis tu sais, elle est super en santé, elle est super cool, puis tout, c'est faisable, c'est pas quelque chose qui est irréalisable. Puis aujourd'hui, grâce à la science, grâce à des gens qui se sont posés des questions, qui ont fait des recherches, bien, on sait que c'est possible. Donc non, tu sais, c'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose pour moi qui va perdurer, puisque maintenant on a les connaissances pour pouvoir justement, pour prouver que c'est possible de le faire. Non, mais je pense que c'est intéressant que tu parles du guide alimentaire canadien qui est relié à Santé Canada et donc à l'administration, à l'État, à la puissance publique, parce que pour moi, ça montre que l'État s'en empare petit à petit. Je pense pas que ce soit le cas du régime keto. Hein. Voilà, je veux pas paraître méprisant ou condescendant, mais tout un tas de régimes paléo, keto, etc., c'est pas ça qui est repris par le guide alimentaire. Et pour moi, ça montre aussi quelque part qu'on est plus face à des modes à ce niveau-là que quelque chose qui est repris par le pouvoir politique. Donc je pense que ça veut dire beaucoup de choses que de tous les régimes alimentaires qui existent actuellement, les pouvoirs publics décident de mettre en avant celui-ci. Sans forcément en effet dire le mot véganisme ou végétarisme, mais très clairement la tendance le montre. Et toutes les organisations dédiées à l'alimentation comme le FAO et les autres ministères acte le fait qu'il faut végétaliser son alimentation. Donc en fait, c'est un point qui paraît anodin. Et moi, au contraire, je trouve ça très intéressant que tu aies ramené la question du guide alimentaire. Ah, ben merci. Puis c'est ça. Puis non seulement c'est une question nutritionnelle, évidemment, le véganisme, mais entre autres, dans le guide alimentaire, ce qui est très intéressant, qui a été ajouté, qui ne l'était pas auparavant, c'est que, bon, on s'entend, un guide alimentaire, c'est principalement, c'est utilisé pour la santé humaine. Mais maintenant, le nouveau guide alimentaire, il va au-delà de ça, il considère l'impact environnemental des aliments, donc les conséquences sur la planète. C'est pas rien, là, c'est comme une espèce de step supplémentaire qu'on vient d'aller chercher là, puis qu'est-ce qui est mieux que de manger principalement des végétaux pour la planète? Ben, pas grand-chose, là. Tu sais, quand on sait que manger de la viande, ben c'est extrêmement énergivore, c'est extrêmement polluant. On va avoir des
on pourrait faire un podcast entier là-dessus sur les différentes conséquences environnementales, mais tu sais, c'est très polluant. Puis de rajouter justement cette dimension-là, félicitations à tous ceux qui ont travaillé sur le nouveau guide alimentaire. Là, moi, j'étais très satisfaite. Puis bon, évidemment, une fois de plus, ils vont pas nommer le véganisme, mais ils vont parler justement du fait que les fruits et les légumes, bon, en consommer davantage, consommer davantage local, biologique, évidemment, ils en parlent aussi. Mais c'est ça, donc c'est vraiment là, toute une révolution qu'on a vécue l'année dernière, finalement. Là, moi, ça m'a tellement plu quand j'ai vu ça. Je sais pas, puis là, je te pose la question un peu sur le fly, peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais en France, ça ressemble à quoi, votre guide alimentaire? Oula, ça fait un temps que je l'ai pas regardé, j'avoue. Mais de ce que j'avais eu comme écho, c'est un guide alimentaire qui se dirigeait à la manière de beaucoup de pays, finalement, vers une plus grande végétalisation de l'alimentation. Donc on était sur une dynamique similaire. Alors après, en effet, on a des syndicats agricoles très puissants en France, dont certaines branches résistent beaucoup à ce qu'on dévalue quelque part l'apport de leurs produits issus de l'agriculture animale. Mais je pense quand même que ça va dans la même direction. Donc c'est un pas qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais en fait c'est un très grand pas. Et ce serait intéressant de voir la suite là du coup. Par contre, tu vois, tu me demandais ce qu'il y avait de moins polluant que de manger des végétaux. Je me demande si dans les années qui suivent, on va essayer d'imposer les insectes comme une nouvelle source de protéines dans les guides alimentaires. Voilà, je sais qu'il y a certains enthousiastes des insectes, ça existe. Donc on verra bien comment ça va se passer. Hein, mais bon, ce sera sans moi bien sûr là, mais on verra bien. Ouais, c'est ça, c'est pas très vegan pour nous, mais effectivement, d'un point de vue environnemental, c'est vraiment, vraiment mieux que de manger de la viande, tu sais. Puis tu disais qu'il y a un engouement, puis c'est pas faux. Ces derniers temps, moi puis mon chum, on s'est tous retapé la saison des dragons qui a eu lieu la dernière. Là. Puis il y avait, de mémoire, là, il y avait au moins 2 entreprises qui ont présenté des produits dans lesquels il y avait des insectes, des protéines d'insectes, entomophagie. C'est vraiment, là, on s'en va par là, puis c'est... En tout cas, on n'est pas rendu là encore, puis il va falloir que ce soit présenté d'une manière très transformée, du moins pour les débuts, parce qu'on n'est pas à l'étape, j'ai l'impression, de manger des insectes juste comme ça se fait, tu sais, dans beaucoup d'endroits dans le monde. On s'entend, là, c'est, tu sais, au Mexique, différents pays asiatiques, tu sais, c'est monnaie courante, là, c'est pas, c'est pas quelque chose de... Ouais, c'est ça, donc, ouais, effectivement, c'est une manière très, très efficace de produire des protéines à faible coût monétaire et à faible coût environnemental. Oui, je rassure les personnes qui nous écoutent, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de faire notre transition pour manger des insectes, hein. Absolument pas. Encore une fois, ce n'est pas un jugement par rapport à d'autres cultures, c'est pas un jugement par rapport à leurs apports nutritionnels, etc. là. Mais en effet, c'est pas vegan, on sait que les insectes ont globalement envie de vivre. Ouais, exactement. Bien, merci d'avoir mis ça au clair, effectivement. Les carottes sont cuites ne sont pas un podcast de l'entomophagie. Puis, ouais, donc, hey, est-ce que ça conclut bien ce podcast en finissant de parler d'insectes comme ça? Un hors-sujet, oui, bien sûr. Un hors-sujet va parfaitement conclure ce podcast. Non, mais en vrai, je pense quand même qu'on a sorti quelque chose de vraiment intéressant de tout ça, hein. Vraiment, c'est sûr. Ouais, puis, tu sais, un peu comme plusieurs questions dans ce style-là, il y a pas de réponse parfaite, dans le sens où, oui, il y a des influenceurs qui vont être véganes ou se proclamer véganes, que ce soit vrai ou pas dans certains cas, juste pour surfer justement sur cette vague-là, puis pas que sur la vague de la mode, mais sur le fait que ça prend une certaine expansion en ce moment, comme tu le disais au début du podcast. Puis personnellement, en tout cas, je ne nie pas qu'il y a un certain effet de mode, que certaines personnes, finalement, peuvent l'utiliser comme une mode, mais essentiellement, fondamentalement, ça ne se veut pas une mode, ça se veut vraiment un mode de vie, une manière de penser les choses, une manière de vivre sa vie, d'avoir des attitudes qui vont prôner la compassion, qui vont rejeter tout ce qui est en lien direct ou indirect avec l'exploitation animale. Donc, ce serait vraiment ça le résumé finalement de ce qui s'est dit.
sans avoir la prétention qu'on a parlé de tout non plus, parce que ce sera jamais possible en aussi peu de temps. Mais je pense qu'on a quand même fait un bon travail, Pierre, pour essayer de décortiquer cette question de mode ou pas vegan. Oui, et il y aurait tellement d'autres choses à dire là, ne serait-ce que sur, tu parlais des influenceurs là, est-ce que en fait notre perception du véganisme comme une mode est influencée parce que tout à coup tout un tas d'entreprises commencent à vendre des choses en rapport avec là? Mais en même temps, on s'entend que c'est pas parce que H&M fait un t-shirt avec écrit I am a feminist que le féminisme est une mode. Donc c'est pas parce qu'il y a une récupération ou un engouement d'acteurs économiques là qu'on est face à une mode. Je pense qu'on a tout un tas de biais par rapport à ça et je suis vraiment entièrement d'accord avec toi sur le résumé de l'épisode et je pense que c'est un point qui revient très souvent dans les conversations et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment important qu'on en ait discuté ici dans le podcast. Très bien dit, Pierre. Merci pour ces derniers mots. Merci tout le monde aussi de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié la discussion. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié pour continuer cette discussion. Si vous aviez d'autres idées pendant que vous nous avez écouté parler, n'hésitez pas à laisser un like aussi, que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube, maintenant sur d'autres plateformes telles que Spotify. Donc, merci encore et je vous souhaite une belle journée.